Bonjour à toutes et tous, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition d'Euroquestions consacrée à la campagne de vaccination européenne et plus largement à la notion d'Europe de la santé qui a pris une importance sans précédent dans les questions de politique européenne depuis maintenant près d'un an. Alors que les campagnes de vaccination commencent lentement mais sûrement dans tous les États membres de l'Union européenne, se posent désormais plusieurs questions. Au-delà de la question immédiate de la distribution en cours des vaccins, quel avenir pour l'Europe de la santé? Quid de l'idée d'un passeport vaccinal européen? À plus long terme, quelle stratégie européenne face aux crises épidémiques? Nous sommes ravis d'accueillir Isabelle Marchais, chercheuse associée sur les thématiques de santé pour l'Institut Jacques Delors, qui dressera le bilan et les perspectives futures des actions européennes en matière de santé publique. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Nous aurons un moment dédié à vos questions dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Sans plus attendre, je cède la parole à Isabelle Marchais pour sa présentation. Bonjour à tous. Merci à l'Institut Jacques Delors pour l'organisation de cette session d'Euroquestions. Merci à vous de vous intéresser à un sujet, la santé, qui fut longtemps le parent pauvre des politiques européennes et que l'épidémie de Covid-19 a propulsé en haut de l'agenda européen. Cette épidémie a mis en lumière le trop faible champ d'action de l'Union européenne dans ce domaine, face à des États jaloux de leurs prérogatives, mais elle a aussi permis de lancer ce qui sera l'un des grands chantiers des prochaines années, la construction d'une véritable Europe de la santé. Alors, la santé est une politique difficile, mais pas impossible à mettre en œuvre au niveau européen. Certes, l'Union n'a pour l'essentiel qu'une compétence d'appui dans ce domaine, consistant à compléter, coordonner l'action des États membres, mais elle dispose pour cela d'une large gamme d'instruments, leviers financiers, échanges d'informations et de bonnes pratiques, activités de promotion de la santé. Surtout, elle peut légiférer dans un certain nombre de domaines, principalement pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, par exemple, et elle l'a déjà fait, en matière de soins transfrontaliers, de reconnaissance de qualifications, mais aussi de matériel médical et de médicaments, sachant que l'Agence européenne des médicaments a pour mission principale d'autoriser la mise sur le marché et de contrôler les médicaments dans l'Union européenne. L'Union dispose en outre depuis 2013 d'un instrument dédié pour lutter contre les menaces transfrontières graves pour la santé, comme les maladies transmissibles ou les agents chimiques. Enfin, il est important de noter que la politique européenne vise à intégrer la protection de la santé dans toutes les politiques de l'Union européenne. Malgré tout, face à la pandémie, les États membres ont mis du temps à saisir l'ampleur et la gravité de la situation. En cause notamment le manque d'anticipation et de stocks stratégiques de matériel de protection, malgré les mises en garde répétées ces dernières années et de l'OMS et de la Commission. Après un départ en ordre plutôt dispersé, les 27 ont pourtant décidé d'agir en commun, et ce dans une série de domaines: l'évaluation des risques, la recherche et l'innovation, mais aussi l'approvisionnement, avec la création de la première réserve européenne commune dite RescEU de matériel d'urgence, et avec des appels à la reconversion des chaînes de production. Mais c'est la campagne de vaccination contre le Covid-19, avec ses succès et ses ratés, qui occupe les esprits. Alors aujourd'hui, les Européens trouvent, à juste titre d'ailleurs, que la campagne de vaccination est trop lente. Mais hier, le problème pour les gouvernements a été de gérer l'hésitation, la défiance vaccinale. Et demain, ce sera peut-être d'apporter une réponse à la question très controversée du passeport vaccinal. Alors, mettre au point un vaccin contre le Covid-19 a été une véritable course contre la montre qui a impliqué des moyens financiers et humains considérables à travers le monde. Et à l'arrivée, il faut avant toute chose reconnaître la prouesse scientifique. Faisant mentir les pronostics, les premiers vaccins contre le Covid ont été mis sur le marché dès la fin 2020, quelques mois seulement après l'annonce de la pandémie, alors qu'il faut en général 5 à 10 ans pour atteindre un tel résultat. Près de 200 millions de doses ont été livrées dans le monde, dont plus de 40 millions dans l'Union européenne à ce jour. Le rythme de vaccination est malgré tout encore très lent. À ce jour, un peu moins de 30 millions de personnes ont été vaccinées dans l'Union européenne, dont 2,6 millions en France, contre plus de 17 millions au Royaume-Uni, soit 25% de la population britannique. Mais il faut dire aussi que le Royaume-Uni a fait un certain nombre de choix politiques assez risqués, en privilégiant l'autorisation d'urgence,
en allongeant le délai entre les 2 doses et en refusant de sécuriser à ce stade la seconde dose avant de vacciner la plus large partie de sa population. Et si elle est en retard par rapport à certains pays, l'Union européenne est aussi en avance par rapport à d'autres comme le Japon ou l'Australie. Alors, il a fallu attendre la mi-juin pour que les États membres confient à la Commission le soin de négocier en leur nom des contrats d'achat anticipés. Ces contrats réservent et donnent aux États membres le droit d'acheter un certain nombre de doses de vaccin à un certain prix dès qu'un vaccin est disponible. En échange, la Commission finance une partie des investissements initiaux engagés par les fabricants. Alors, ces négociations étaient un pari sur l'avenir. On ne savait pas au printemps quel vaccin allait fonctionner sur les quelques 160 candidats qui étaient alors à l'étude. À l'arrivée, l'Union européenne a réussi à sécuriser 2,6 milliards de doses de vaccins, couvrant une large gamme de technologies vaccinales, ARN messager, adénovirus, protéines recombinantes. Alors, ces négociations ont permis d'enregistrer de vrais succès. 6 contrats ont été signés, dont 3 vaccins ont reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, Pfizer en décembre, Moderna début janvier, AstraZeneca fin janvier. 2 font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, Johnson & Johnson et CureVac. Quant au 3e, développé par Sanofi et GSK, il est attendu pour la fin de l'année. 2 contrats supplémentaires sont par ailleurs en négociation avec Novavax et Valneva. Et 2,7 milliards d'euros ont été déboursés pour sécuriser les doses et faire monter en puissance la production. Alors, ces contrats se sont soldés par un bel exercice de solidarité européenne, avec donc des garanties en termes de tarifs et de responsabilité, mais aussi des conditions d'accès équitables pour tous les États membres, grands ou petits. Même si l'on peut noter, voire regretter quelques négociations ou tentatives de négociation en parallèle, et si certains soupçons de fraude on a certains soupçons de fraude actuellement. Enfin, les vaccins ont été développés ou co-développés en grande partie par des laboratoires européens et vont pouvoir être largement produits dans l'Union européenne. Une vingtaine d'usines ont été identifiées pour fabriquer les substances actives, une vingtaine d'autres pour l'enflaconnage, et la Commission espère que l'Union européenne pourra produire d'ici la fin de l'année 2 à 3 milliards de doses de vaccins. Mais ces contrats révèlent aussi un certain nombre d'erreurs et de faiblesses. D'abord, évidemment, un retard de calendrier. La vaccination a débuté 3 semaines après le Royaume-Uni, retard qui s'explique lui-même par différents facteurs. D'une part, des négociations avec les laboratoires qui ont commencé tardivement et ont duré longtemps, une procédure d'autorisation plus lente de 3 ou 4 semaines, car répondant à des critères d'évaluation plus stricts, même si cette procédure a été accélérée par rapport aux 12 à 18 mois habituels, grâce notamment à un examen en continu des données fournies par les laboratoires. Il faut aussi noter les retards de livraison des différents laboratoires et notamment d'AstraZeneca. Alors la question est de savoir si ces retards proviennent de difficultés logistiques ou d'un non-respect des clauses de livraison au profit d'une distribution au plus offrant. Pour y voir clair, la Commission a mis en place il y a quelques semaines un mécanisme d'autorisation à l'exportation pour comprendre où les vaccins sont distribués et éviter justement d'éventuels détournements de stock. À ce jour, 103 demandes ont été déposées, toutes ont été approuvées. Alors, on peut penser que les négociateurs auraient dû imposer des clauses plus strictes, plus précises peut-être dans les contrats, notamment sur les modalités de livraison. Ils auraient sans doute dû également s'assurer dès la signature des contrats que les laboratoires procédaient bien aux investissements convenus dans les sites de production et respectaient bien leurs engagements. Mais on peut à la fois noter le manque d'expérience de la Commission dans ce domaine et regretter un problème de transparence sur les négociations et les contrats, même si cette transparence dans un tel domaine a forcément des limites. Mais attention, si les campagnes nationales de vaccination ont démarré lentement, c'est aussi à cause des États membres eux-mêmes, qui ont travaillé dans le désordre, sans plan d'urgence, qui ont pris du retard dans l'élaboration de leur stratégie de vaccination, notamment en termes de logistique. Enfin, les sommes allouées par les Européens au développement des vaccins, bien qu'importantes et substantielles, sont sans commune mesure avec les milliards investis par les pouvoirs publics américains à travers la BARDA, qui est l'autorité américaine de recherche et de développement de pointe en matière biomédicale, et dans le cadre de l'opération Warp Speed.
Alors, peut-on voir aussi dans cet exercice un outil de solidarité internationale? L'Union européenne ne cesse de dire que l'accès universel au vaccin est pour elle une priorité, mais elle a pour l'instant du mal à tenir ses engagements. Les Européens ont commandé beaucoup plus de doses que nécessaire et promettent de fournir les doses excédentaires aux pays qui en ont besoin, mais ils n'ont pas pris d'engagement clair sur le nombre, le calendrier et les vaccins eux-mêmes. Les Européens ont adhéré à l'initiative multilatérale COVAX, qui est destinée à assurer un accès équitable des économies émergentes à des vaccins à prix abordables, mais en retard dans leur propre campagne, ils privilégient pour l'instant leur population. Enfin, les Européens prétendent faire du vaccin un bien public mondial, mais ils hésitent sur les moyens d'y parvenir. À ce stade, ils évoquent des mécanismes volontaires de partage de licences avec des transferts de technologies pour encourager les collaborations entre industriels, accroître les capacités de production, mais ils considèrent que des licences obligatoires qui permettent à un État de lever un brevet pour une période donnée ne permettraient pas, en tout cas dans l'immédiat, de résoudre le problème de fabrication. Alors, avant que le débat ne se déplace sur les retards de livraison et de fabrication, les responsables européens s'inquiétaient d'un autre problème, les réticences d'une grande partie des citoyens à se faire vacciner. L'OMS a identifié l'hésitation vaccinale, à savoir le retard dans l'acceptation ou le refus de se faire vacciner, comme l'une des 10 plus grandes menaces mondiales contre la santé. Or, cette méfiance est plus importante dans les pays riches en général et en Europe en particulier, où circulent de nombreuses idées fausses sur la vaccination. Et la France est même la championne d'Europe de la défiance vaccinale, sachant qu'une grande partie des Français hésitent encore aujourd'hui à se faire vacciner. Alors, la Commission est consciente du problème. Dans sa communication du 15 octobre sur les stratégies de vaccination, elle rappelait qu'il faut, pour lutter contre cette défiance, une communication claire sur les avantages, les risques, l'importance des vaccins. Par exemple, en rappelant que si la mise au point d'un vaccin a été aussi rapide, c'est aussi grâce aux investissements réalisés et aux évolutions technologiques. Autre question soulevée ces dernières semaines, celle d'un certificat européen de vaccination qui commence à prendre forme et de son éventuelle utilisation beaucoup plus délicate comme passeport vaccinal. Fin janvier, les experts nationaux du réseau européen santé en ligne ont adopté des lignes directrices concernant un certificat commun de vaccination à usage purement médical qui permettrait à la fois de disposer d'un outil de surveillance générale des campagnes de vaccination, de prouver dans n'importe quel État membre que la personne titulaire de ce document électronique interopérable dans l'Union a bien été vaccinée et d'assurer un suivi médical des cas individuels, par exemple pour éviter qu'une personne ne se fasse vacciner plusieurs fois. Mais l'autre question beaucoup plus controversée dans l'Union européenne comme sur la scène internationale concerne celle des droits qui y seraient attachés. Par exemple, faciliter les déplacements, accéder à certaines activités. Cette idée d'un passeport vaccinal soulève plusieurs questions. Une question de principe d'abord, avec un risque de discrimination entre vaccinés et non vaccinés. Des questions médicales liées aux inconnus des vaccins en termes de transmission, de durée d'immunité, d'efficacité face aux variants, mais aussi toute une série de questions juridiques, éthiques, sociétales. Le pourcentage de personnes vaccinées est encore très faible. Certains y voient un moyen détourné de rendre la vaccination obligatoire. D'autres dénoncent le risque d'atteinte à la vie privée, aux libertés individuelles, au secret médical. La pandémie pourrait en tout cas permettre de mettre sur orbite une véritable Europe de la santé. Elle a en effet mis en lumière les lacunes de la politique actuelle, en particulier ses faiblesses structurelles concernant l'anticipation, la préparation, la capacité à réagir à des crises sanitaires, l'absence aussi de vue d'ensemble de la demande et de l'offre de traitement et de matériel médical. Et face à ça, un certain nombre d'avancées ont déjà été enregistrées ces derniers mois, avec tout d'abord un programme santé EU4Health qui est beaucoup plus ambitieux, puisqu'il bénéficie d'un net renforcement des moyens alloués à 5,1 milliards d'euros pour la période 2021-2027, à comparer aux 450 millions d'euros du programme précédent, avec aussi des objectifs mieux définis, lutter contre les menaces transfrontières graves sur la santé, faire en sorte que les médicaments soient disponibles dans une logique d'équité, de prix abordables, renforcer les systèmes de santé. Des propositions viennent par ailleurs d'être présentées par la Commission pour renforcer la résilience de l'Union européenne face aux menaces transfrontalières pour la santé, que ce soit le renforcement des moyens et missions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies transmissibles
ou celui de l'Agence européenne des médicaments, avec aussi la proposition de créer une autorité pour la réaction aux urgences sanitaires, dite HERA, comme les menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou les épidémies ou les maladies émergentes. Une proposition est attendue fin 2021 pour un lancement espéré en 2023. Alors, en attendant, le défi est de se préparer aux mutations du coronavirus. La Commission a ainsi adopté la semaine dernière un plan européen de préparation aux variants pour surveiller, anticiper, réagir de manière solidaire. Elle propose ainsi de faire travailler ensemble au sein d'un incubateur HERA, chercheurs, industriels, régulateurs, pouvoirs publics, pour combattre les nouveaux variants, et ce autour de plusieurs axes: détecter, analyser ces variants, promouvoir la mise au point de vaccins de seconde génération, accélérer le processus d'autorisation pour des vaccins qui auraient été légèrement modifiés, adapter la capacité de production. Une task force de la Commission sur la production de vaccins à grande échelle travaille désormais au quotidien avec l'industrie pour éliminer et anticiper les goulets d'étranglement, faire en sorte que les industriels respectent leurs engagements, anticiper les besoins futurs, mettre en place des partenariats publics-privés avec l'industrie beaucoup plus étroits. Enfin, un nouveau projet, FabEU, devra permettre d'installer une capacité de réserve de production pharmaceutique en situation d'urgence. Alors, les actions dévoilées il y a quelques jours ouvrent la voie à la future Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, donc l'HERA, dont je parlais tout à l'heure, qui devra permettre de déployer rapidement des contre-mesures médicales en couvrant toute la chaîne, conception, production, distribution. Cette structure permanente devrait notamment permettre de cartographier les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, d'identifier les capacités de production et les besoins, de renforcer la recherche en matière de vaccins et de médicaments, de modéliser aussi les risques via des solutions innovantes et de détecter au plus vite les flambées épidémiques. Elle devrait donc s'articuler autour de deux grands axes: un volet recherche pour le développement de nouveaux traitements, le suivi des dernières innovations médicales, un volet réserve stratégique pour avoir les capacités de développer et stocker les composants essentiels. Alors, en conclusion, on peut dire qu'il y aura toujours des tensions sur le sujet de la santé entre l'Union européenne et les États membres, avec la tentation, comme dans toute politique, de se rejeter mutuellement faute et responsabilité. Mais il est temps aujourd'hui de reconnaître que certaines choses ne peuvent s'organiser et être efficaces qu'au niveau d'un continent, et de réfléchir à l'instauration d'une Europe de la santé digne de ce nom. Alors, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut définir une stratégie à la fois ambitieuse et réaliste, à court, moyen et long terme. Et les Européens devront au plus vite définir ce qu'il faut faire et à quel niveau. Dans ce cadre, l'Union européenne devrait en particulier s'occuper de prévention et d'anticipation au niveau d'un continent, renforcer les instruments et clarifier la gestion de crise, assurer aussi l'autonomie du continent en termes d'accès aux médicaments et vaccins et au matériel nécessaire pour faire face à des pandémies. La question d'un renforcement éventuel des compétences en matière de santé pourrait quant à elle s'inviter à la future conférence sur l'avenir de l'Europe, par exemple pour permettre à l'Union européenne d'harmoniser les comptages épidémiologiques, les cartes de zone à risque, le niveau de couverture vaccinale. Et de la même manière qu'une Europe de la défense a réussi à s'affirmer ces dernières années, on peut imaginer et souhaiter donc une Europe de la santé voit le jour à la faveur de cette pandémie. La discussion doit d'ailleurs se poursuivre dès cette semaine au plus haut niveau avec la réunion en visioconférence des chefs d'État et de gouvernement. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, en effet, on a déjà reçu des questions. Une première question que je voulais poser, donc, vous en avez parlé un peu à travers votre présentation, en évoquant un manque d'expérience de la Commission, un manque d'investissement dans les programmes de santé. Est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne a été prise de court par cette crise et quelles failles ont été révélées dans l'Europe de la santé à travers cette pandémie? Alors effectivement, face à la pandémie, les États membres ont semblé être pris de court. Ils ont mis du temps à saisir et l'ampleur de la menace et la gravité de la situation. On peut invoquer ou l'expliquer notamment par le manque d'anticipation, de plans d'urgence, de matériel aussi. Alors,
on peut penser que les États membres auraient dû au contraire préparer les systèmes de santé à de nouvelles pandémies type SRAS ou grippe aviaire et créer des stocks stratégiques de matériel de protection. Et cette pandémie, en fait, a mis en lumière, en fait, un certain nombre de failles de la politique européenne en matière de santé, que ce soit l'absence de réserve de vaccins, de médicaments, de matériel, d'équipements, la vulnérabilité aussi des chaînes d'approvisionnement et plus largement une mauvaise gestion des pénuries, l'approche aussi d'une approche coordonnée et systématique à l'échelle de l'Union européenne pour soutenir donc la mise au point, la production, l'acquisition de ces équipements médicaux, de ces traitements. Le manque de données aussi, d'informations actualisées, fiables, comparables sur la demande en produits essentiels. Le manque de données aussi pour évaluer les capacités de production, de dépendance des chaînes d'approvisionnement. Et plus généralement, le manque de moyens aussi pour financer des recherches à haut risque sans garantie de retour sur investissement. On peut aussi regretter donc l'absence d'essais cliniques de grande envergure au niveau européen, l'absence de coordination des plans d'urgence, la sous-utilisation aussi des mécanismes existants de solidarité type mécanisme de protection civile. Donc, plus généralement, en fait, la pandémie a révélé dans l'Union un certain nombre de faiblesses structurelles en ce qui concerne l'anticipation et la capacité à réagir à des crises sanitaires. Merci. Je sais pas, je vous ai peut-être coupé si vous voulez compléter la réponse. Non. Alors, une question qu'on a plusieurs questions d'ailleurs, sont sur les agences européennes. Donc, une auditrice demande quel rôle pourraient jouer les agences européennes dans le déploiement d'une politique européenne de santé. Et une autre auditrice demande l'agence EDCD existante et créée suite à la crise H1N1 a-t-elle correctement joué son rôle dans la crise de la Covid? Ne pourrait-elle pas être renforcée au lieu de créer encore une nouvelle structure comme une haute autorité, la haute autorité dont vous avez parlé? Là, il y a effectivement deux choses différentes. Il y a la Commission, dans ses propositions il y a quelques semaines, a proposé d'agir sur les deux volets. Donc, d'une part, de renforcer les moyens des agences existantes. Donc, notamment, vous faisiez allusion au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies transmissibles, donc dans la surveillance des épidémies de maladies infectieuses, et renforcer aussi le rôle et les moyens de l'Agence européenne du médicament. Alors, en ce qui concerne le CDC, c'est vrai que le centre a joué un rôle très important, enfin joue un rôle très important depuis le début de la crise, notamment en mettant à jour régulièrement un certain nombre de données, en permettant l'échange d'informations, etc. Mais cette crise a révélé aussi le manque saillant, le manque de moyens, d'effectifs, d'argent de ce centre. Et c'est pour ça que la Commission en fait propose de renforcer à la fois les moyens financiers et les effectifs et de lui confier aussi un certain nombre de nouvelles missions qui consisteraient par exemple à émettre des recommandations sur les mesures à prendre pour lutter contre des flambées épidémiques, la possibilité aussi de déployer un système de surveillance épidémiologique qui soit plus performant. Le CDC pourrait aussi superviser la mise en place, et ça c'est un des éléments intéressants des propositions qui ont été faites, d'un réseau européen de laboratoires de référence en matière de santé publique. C'est un réseau qui s'inspirerait du réseau pour les maladies rares qui existe aujourd'hui au sein de l'Union européenne. La Commission propose aussi de renforcer l'Agence européenne des médicaments. La piste principale serait de pérenniser un certain nombre de moyens qui ont été mis en place pendant la pandémie, notamment avec une évaluation plus rapide des vaccins et des traitements grâce à une analyse des données en temps réel, avec aussi, et ça ce serait un rôle tout à fait nouveau, la surveillance des pénuries de médicaments et des dispositifs médicaux. Mais on peut imaginer que ça ne suffira pas et c'est pour ça que la Commission propose de mettre en place cette nouvelle autorité pour la réaction aux urgences sanitaires, donc la fameuse HERA, qui pourrait jouer un rôle tout à fait crucial dans les prochaines années en s'inspirant donc de la BARDA américaine que j'évoquais tout à l'heure. Donc, cette autorité aurait un grand objectif qui serait de pouvoir rapidement déployer un certain nombre de mesures médicales, donc de la conception à la distribution en passant par la production,
Et elle serait chargée de diverses missions, donc de faire des analyses prospectives, d'identifier des capacités de production au sein de l'Union européenne, de mettre au point aussi des solutions innovantes, de mettre à disponibilité des capacités de production et de constituer des réserves. Donc, c'est pour ça qu'on peut imaginer que cette autorité serait articulée, comme je le disais, autour de grands axes, donc à la fois un aspect recherche et un aspect réserve. Et donc, à court terme, et en attendant la mise en place d'ici normalement 2 ans de cette nouvelle autorité, il y a donc cet incubateur ERA, donc pour se préparer dès maintenant au défi des nouveaux variants. Et là, il s'agirait donc de détecter les variants, donc en développant de nouveaux tests, d'analyser aussi, donc avec un renforcement des moyens alloués à la recherche, et aussi de promouvoir la mise au point de vaccins de seconde génération et d'accélérer le processus d'autorisation. Merci. Alors, au-delà du renforcement des moyens alloués aux outils déjà existants et à la création de nouveaux outils, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles compétences européennes en matière de santé dans les années à venir? Et est-ce que, selon vous, est-ce qu'on sent qu'on approche un consensus entre les États membres sur la mise en place d'une Europe de la santé ou d'une politique européenne de la santé plus poussée? Ou est-ce qu'il y a encore des blocages, selon vous, à ce niveau-là? Alors, c'est vrai que la question de la santé, depuis toujours, est une question très sensible, puisqu'elle met en jeu vraiment la souveraineté des États membres. Et c'est pour ça que cette politique s'est mise en place tout doucement, et notamment à la faveur de grandes crises. Et on peut imaginer qu'aujourd'hui, la pandémie que l'on traverse, et avec les faiblesses qui ont été mises en exergue, comme on le disait tout à l'heure, oblige en tout cas les États à se mettre autour de la table pour réfléchir à ce qui pourrait être mieux fait au niveau européen. Alors, il y a à la fois un aspect renforcement de compétences en tant que tel, qui pourrait donc être évoqué donc, lors de la future conférence sur l'avenir de l'Europe. Mais plus largement, avant même de parler de compétences, ce qu'il faudrait sans doute, c'est identifier les domaines dans lesquels l'Union européenne, enfin des actions pourraient être menées plus judicieusement au niveau européen qu'au niveau national. Et là, on peut imaginer un certain nombre de pistes. Par exemple, développer un système efficace de santé publique, un véritable système de santé publique pour mieux anticiper, préparer, prévenir. Donc, on pourrait imaginer de mieux intégrer la santé publique dans les politiques nationales et la prospective dans les politiques de santé, et de mieux se coordonner au niveau européen en matière de santé publique. On pourrait aussi adopter de nouvelles mesures concrètes contre le tabac, l'alcool, le cancer, renforcer le développement de médicaments pédiatriques. On peut aussi imaginer de développer une approche plus holistique, en fait, qui prenne en compte les interactions entre santé humaine, santé animale et environnement, avec autour de différentes problématiques comme la résistance aux antibiotiques, les pressions sur la biodiversité ou le vieillissement de la population. Et plus généralement, donc, on pourrait avoir une véritable politique de santé publique qui englobe à la fois la lutte contre les défaillances des systèmes nationaux de santé, des investissements massifs aussi dans la prévention qui est le parent pauvre de la politique de santé, de renforcer la veille épidémiologique et de protéger aussi les plus vulnérables, de lutter contre les inégalités sociales. Après, d'autres pistes d'action pourraient être envisagées, donc notamment structurer une filière de recherche et de production pour les vaccins et les médicaments. C'est vrai que là, on a un véritable enjeu de souveraineté industrielle, puisque avec ces pandémies, on a aussi pris conscience de la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de l'Inde et de la Chine, qui sont les principaux fournisseurs de substances actives de médicaments. Donc, on pourrait imaginer de mettre en place un écosystème des vaccins, d'augmenter les financements publics alloués à la recherche et à la production, de créer aussi des ponts entre la recherche, les hôpitaux, les entreprises, et plus généralement de développer des incitations à développer des vaccins, donc en termes de garantie de commande, de subventions publiques, d'associations donc avec les universités. Et les Européens pourraient d'ailleurs, et ils le font sans doute d'ailleurs, regarder un peu ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers mois dans la course au vaccin à laquelle on a assisté. C'est vrai que
les Américains, en fait, ont eu énormément d'argent sur la table. Alors, évidemment, les questions budgétaires sont toujours très, très compliquées. Mais on voit aussi que des contrats ont été signés très tôt, très en amont, et ce, sur différentes plateformes, que des études cliniques ont été planifiées en même temps, que des usines ont été aménagées en un temps record. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire au niveau européen. Et voilà, après, la Commission a mis récemment sur la table une proposition de stratégie pharmaceutique. Donc là, autour de ça, évidemment, il y a aussi des choses intéressantes à imaginer, à faire, là aussi en termes d'innovation, de stratégie industrielle, de traitement personnalisé. Et on pourrait imaginer aussi de réfléchir plus loin avec justement les réflexions, par exemple, sur les prix des médicaments, sur l'interopérabilité des laboratoires ou renforcer encore le rôle de l'Agence européenne des médicaments au-delà de ce qu'a proposé la Commission. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, avant de clore ce webinaire, je prends le temps de vous rappeler quelques publications qu'Isabelle Marché a réalisées pour l'Institut Jacques Delors. Nous vous enverrons les publications dans la foulée de ce webinaire et nous espérons qu'elles vous serviront à approfondir vos réflexions et vos questions que vous avez soulevées aujourd'hui. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. L'enregistrement sera disponible sur notre site et sur YouTube. Et la prochaine édition aura lieu le 10 mars prochain avec Andreas Heissel, chercheur à l'Institut Jacques Delors sur les thématiques de politique macroéconomique, budgétaire et de dette publique. Il nous parlera de la gestion de l'endettement en Europe. Vaste sujet que l'on traitera donc le 10 mars prochain à 14h30. Nous vous souhaitons une très belle après-midi et Madame Isabelle Marché, merci beaucoup pour votre intervention et à bientôt. Merci.